Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Bienvenue dans Présage, des idées pour nourrir l'esprit et remettre radicalement en question l'état de notre monde. Je suis Alexia Soyeux et je reçois Myriam Baafou, chercheuse en philosophie féministe et militante. L'écoféminisme est en vogue depuis quelques années. Sa médiatisation a permis de faire comprendre l'importance d'analyser ensemble les inégalités de genre et la destruction de l'environnement. Mais je vous avoue que ce mot écoféministe, ça fait un moment que je ne le supportais plus. Son appropriation et sa récupération lui ont fait du mal, ont effacé son histoire, sa radicalité, son potentiel révolutionnaire et son ancrage dans les marges. Le livre de Myriam Baafou, Des paillettes sur le compost, écoféminisme au quotidien, est un manifeste qui bouscule et ouvre des perspectives. Plein de joie et d'intelligence, à la fois très facile d'accès, riche et exigeant, il défend des perspectives écoféministes ancrées dans les espaces de contestation et dans les luttes anticapitalistes, anticoloniales, antispécistes et queer. La catégorie des femmes, elle est, je vais pas dire lointaine, mais elle est finalement secondaire en fait dans les écoféminismes que moi je propose. En fait, ces catégories-là, elles permettent de travailler à partir de beaucoup plus de complexité. Parce que qu'est-ce que ça veut dire que de t'émanciper si tu as besoin de tel ou tel outil, tel ou tel médicament? Comment on pense ça en fait? Comment on pense les corps à qui on ne pense pas dans une société productiviste d'habitude? Et ça, pour moi, ça complexifie et ça radicalise de fait beaucoup plus les écoféminismes. Et on voit d'un coup qu'on n'est plus du tout dans cette idée de rapprochement entre femme et nature en fait. Ça, tu vois, c'est waouh. Elle y raconte les écoféminismes à partir de son propre vécu. Elle ne cherche pas à répondre à la question « qu'est-ce que l'écoféminisme ?» parce que les écoféminismes sont pluriels et mouvants. Ce n'est pas une école de pensée, ni un mouvement unifié, ni une manière d'être ou un argument électoral. Ce n'est pas non plus, ou ça ne devrait pas être, un truc de femme blanche privilégiée. Le livre met en lumière que les écoféminismes se vivent dans la chair et dans le corps. Ces analyses ancrées dans des récits quotidiens permettent de remettre de la complexité, de la subtilité et de l'imperfection dans les perspectives écologiques, en étant plus honnête, en ne visant pas la pureté et en cherchant à ouvrir des espaces de négociation. Avec Myriam Baafou, on a parlé des différents usages du terme écoféminisme, de la romantisation de l'austérité dans les milieux écolos, de pureté militante, du rapport à la beauté et à l'ultra-féminité, de colère et de joie. Avant de lancer l'épisode, je voulais vous rappeler que Présage est un podcast indépendant et gratuit depuis 2018. La meilleure façon de me soutenir est de vous abonner et de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, de partager les épisodes et de me suivre sur les réseaux sociaux. Merci. Myriam, bonjour. Bonjour. Merci de prendre un peu de temps avec moi pour parler de ton livre Des paillettes sur le compost, écoféminisme au quotidien. Alors le mot écoféminisme a le vent en poupe depuis quelques années déjà. On entend de plus en plus parler de l'analyse croisée des inégalités de genre et de la destruction de l'environnement. Pour être tout à fait sincère, moi c'est un mot qui commence à me taper sur le système, parce que je pense qu'il est assez confus et approprié de toutes parts, mais c'est pour ça que je suis vraiment très heureuse de faire cet épisode avec toi, parce que tu as une façon d'exposer ce que sont les écoféminismes qui est très différente de ce qu'on entend dans les médias mainstream, on va dire. Donc pour commencer... Donc le livre est construit autour d'histoires et d'anecdotes personnelles qui sont à la fois des prétextes et le support de tes analyses pour montrer en quoi l'écoféminisme et les écoféminismes s'incorporent dans le corps et dans le quotidien. Qu'est-ce qui t'a donné envie de procéder comme ça ? Alors, plusieurs choses. Moi, je crois que justement parce qu'on assiste à une récupération assez terrible en fait du terme d'écoféminisme aujourd'hui. Précisément pour moi, j'avais comme une responsabilité finalement à réinsuffler de la vie dans ce terme, quoi. Tu vois, à réinsuffler quelque chose d'épais, de complexe, de charnel en fait, quelque chose de vivant, parce qu'en fait on parle du vivant. Donc tu vois, ça me paraît complètement incroyable qu'un mot qui parle autant du vivant et des minorités et de la défense de la vie, enfin voilà, puisse être, je sais pas comment dire, aussi vidé de son sens et aussi désincarné d'une certaine manière. Donc voilà, il y avait presque une volonté pour moi, en tout cas,
nécessairement, si tu veux, refaire ces histoires-là, retourner dans l'anecdote, dans le quotidien, dans, comme je dis, les histoires de bonnes femmes, les histoires auxquelles personne, en fait, ne s'intéresse vraiment, pour dire, en fait, on peut, à partir de là, parler d'écoféminisme, en fait. Mais donc, ouais, j'avais un peu des inspirations après à droite à gauche. La principale, bon, déjà, c'était tous les textes, en fait, écoféministes. Quand tu regardes le corpus littéraire des écoféminismes, notamment des années 80 aux États-Unis, ou un peu ces textes-là qu'on a de façon très présente, en fait, ce sont toutes des anthologies. C'est très rare, en fait, d'écrire un livre écoféministe par une seule personne de A à Z. Du coup, pour moi, c'était évident que déjà, je devais inviter d'autres personnes à parler dans mon livre, mais que aussi, ça devait être des histoires un peu morcelées, tu vois, un peu fracturées comme ça, un peu disséminées. Parce que pour moi, c'est pas du tout l'idée de dérouler une théorie, tu vois, qui irait d'un point A à un point B de manière extrêmement logique et sèche et rationnelle. Enfin, c'est super chiant, quoi. Je veux pas penser comme ça et je crois pas que les écoféminismes fassent ça aussi, quoi. Et donc voilà, je pense qu'il y a vraiment une tradition, en tout cas écoféministe, que j'essaye de prolonger dans ce texte en invitant beaucoup de voix, en essayant d'en faire un récit polyphonique, en essayant de varier les formes, les usages, les destinataires. Enfin voilà, ça grouille comme ça un peu. Mais c'est voulu parce que je crois que c'est aussi un style écoféministe et que nous, on qualifierait comme flou ou pas cohérent, mais qui en fait l'est. Je crois que j'ai aussi envie de faire la paix en fait avec ça, que notre manière en fait qui est justement très rationnelle et coloniale en fait aussi, hein, d'une certaine manière de comprendre en fait le savoir comme quelque chose de très lisse et encore une fois qui arrive d'un point A à un point B de manière tout à fait logique. En fait, c'est une manière très parcellaire ou très minoritaire finalement de comprendre le savoir, alors qu'il y a des savoirs qui sont en différentes couches d'épaisseur, en arborescence, en polyphonie. Enfin voilà, je crois que la forme du texte, en tout cas, elle s'insère vraiment dans presque une épistémologie en fait écoféministe, pour employer les grands termes. Dire comment en fait on peut fabriquer de la connaissance autrement que ce qu'on a l'habitude de voir, quoi. Et ça, d'une certaine manière, pour moi, ça répond aussi, ou alors ça vient regagner un certain morceau de terrain face aux écoféminismes en face, enfin qui se disent écoféministes, mais qui pour moi en fait ne le sont pas vraiment, qui eux par contre œuvrent à partir de quelque chose de très, j'ai envie de dire de très sage, mais de très compréhensible, de très lisse, de très peu minoritaire en fait. Là, on parle vraiment d'un discours presque majoritaire qui lierait la question des femmes et la question de la nature, éventuellement des politiques publiques, ou qui parlerait de genre et en même temps de défense de l'environnement. Enfin voilà, pour moi, on est très très loin en fait, littéralement des révolutions des terrains en tout cas écoféministes. Je relisais l'introduction de cet après-midi là, pour me remettre dans le bain. Et en fait, c'est vrai que dans l'introduction, il y a quelque chose quand même comme de la colère vis-à-vis de ce qu'est devenu l'écoféminisme en quelques années dans les courants mainstream. Enfin, oui. Est-ce que je pense que c'est pas le nerf de la guerre que de dire à quoi tu t'opposes, mais en tout cas, je pense que c'est important de définir d'où tu parles et peut-être, parce qu'on est quand même au début de l'épisode là, de dire que même si c'est pas évident de définir c'est quoi l'écoféminisme, parce que je pense que tout le monde te pose cette question et que finalement c'est quand même difficile de dire c'est quoi, est-ce que c'est de la théorie, est-ce que c'est de la pratique, est-ce que c'est une grille de lecture sur le monde. En tout cas, ce qui est important de dire, c'est que les écoféminismes tels que tu les présentes, ils ont un ancrage anticapitaliste, anticolonial, queer, mais surtout ils sont ancrés dans le quotidien et dans le corps. Ouais, bah c'est bien, t'as tout dit. Non, mais plus sérieusement, je pense que ça éclaire quand même de savoir à qui je m'oppose ou de quoi je me distance. Je me distancie, pardon, parce que ça donne une idée de c'est quoi en fait, de quoi on parle en fait aujourd'hui quand on parle de voilà récupération, mainstreamisation, médiatisation. Parce qu'en fait, si on ne sait pas ce qu'il y a à la base, pour plein de personnes, ça peut être ça en fait la première manière de connaître les écoféminismes. Et c'est pas acceptable pour moi pour plein de raisons. C'est pas acceptable parce qu'en fait, ce que ça vient remettre au centre, c'est des sujets encore une fois majoritaires des écoféminismes, pardon. Donc je pense aux intellectuels, aux philosophes, aux femmes politiques qui sont là pour la totalité des femmes blanches, des femmes de classe moyenne supérieure, des femmes cisgenres, des femmes hétérosexuelles. En fait, toute cette panoplie-là, on va dire, d'identités qui viennent d'un privilège sont complètement à l'encontre, en fait, de l'histoire ou des histoires des écoféminismes qui encore une fois, œuvrent à partir de luttes de terrain, mais littéralement de minorités de genre, donc déjà pas que des femmes, plutôt pauvres, plutôt des Suds, plutôt en lutte,
et particulièrement dans des luttes anticoloniales et anticapitalistes. Donc tu vois, on est vraiment dans un vocabulaire déjà très très différent, quoi. Euh, donc voilà, en fait, je m'oppose à plusieurs courants. Enfin, je m'oppose, c'est un grand mot de dire je m'oppose, mais encore une fois, il y a une histoire de terrain qui est occupée. Moi, c'est comme ça que je vois la chose, en fait. C'est pas tellement qu'elles n'ont pas le droit d'exister, en fait, ces autres types d'écoféministes. Elles font bien ce qu'elles veulent. Je suis pas là pour. Mais voilà, qui est visible et qui ne partage pas cette visibilité, en fait. Tu vois, moi, enfin, tu vois, mon livre là qui vient de sortir, enfin, il y a eu plein de choses qui m'ont fait dire que voilà, on était vraiment dans des camps différents. Et c'est pas parce qu'on est des femmes, et c'est pas parce qu'on est des femmes qui parlons d'écoféminisme que, en fait, de base, nous devons toutes comme ça appartenir à une espèce de grande, je sais pas, de grand groupe, de grande équipe qui œuvrions dans le même sens, pas du tout. Pour le mot écoféminisme, ça y est, je commence à avancer sur plusieurs points, donc je peux clarifier certaines choses. Donc je dirais que pour moi, il y a, alors là, je dis pas deux sens, mais trois usages, voilà, trois usages des écoféminismes. Moi, je l'emploie déjà tout le temps au pluriel, la plupart du temps. Quand je dis les écoféminismes, je me réfère aux luttes écoféministes. Et comme tu as dit, en fait, on parle de luttes concrètes sur le terrain. Donc, je pense aux luttes anti-extractivistes, aux luttes anti-nucléaires, aux luttes dans ce qu'on appelle la guerre des semences, aux luttes contre l'usage terrible de pesticides qui viennent littéralement rendre des terres inhabitables, incultivables, et qui aboutissent à l'expropriation de pas mal de minorités, dont des groupes indigènes et autochtones. Donc voilà, en fait, quand on parle des luttes, bam, tu vois, directement, on n'a pas le choix, en fait, que de parler de minorités. Donc ça m'intéresse, et ça reste la base de ce à partir de quoi je tricote mon écoféminisme. Ensuite, quand je dis l'écoféminisme au singulier, bon, ça, je commence à l'employer depuis quelques semaines, parce que je vois bien qu'à l'université, c'est compliqué de parler d'écoféminisme au pluriel comme ça, on n'aime pas trop ça, surtout en philo. Donc, quand je dis l'écoféminisme, en fait, je fais référence à, on va dire, la théorie écoféministe qui a pu naître dans les années 80, notamment par la théorisation très anglo-saxonne à partir de ces luttes, en fait. Et c'est souvent cette partie-là qu'on oublie, en fait, à partir de ces luttes. Et donc, cette théorisation-là, elle va permettre de mieux comprendre le dualisme nature-culture qui est lié au dualisme femme-homme, blanc-noir, enfin voilà, vraiment commencer à creuser, en fait, littéralement, c'est quoi philosophiquement les paradigmes écoféministes à partir desquels on peut penser aujourd'hui. Le continuum entre l'humanité et l'animalité, enfin voilà. Et là, on a plein de choses, hein. On a les écoféministes véganes, auxquels je m'identifie beaucoup. On a les écoféministes qui sont plutôt matérialistes. On a aussi beaucoup de pensées, alors on pourrait dire spirituelles, des choses comme ça. Enfin voilà, à cet endroit, il y a beaucoup d'apports, mais ça reste quand même une volonté de créer un cadre théorique, quoi, assez solide pour comprendre la crise environnementale dans laquelle on est aujourd'hui à partir d'une perspective sociologique, donc de genre, mais aussi de classe, de race, etc. Et enfin, moi, je peux utiliser aussi l'écoféminisme comme un outil d'analyse. En fait, ce que je dis, en fait, c'est que les écoféminismes n'existent pas, on va dire, en tant que groupe unifié comme ça, encore une fois, où tout le monde se réclamerait de l'écoféminisme et on se reconnaîtrait comme ça entre nous. Enfin, c'est plus complexe que ça. Du coup, moi, je dis, en fait, en tant qu'occidentale, française en 2022, ce mot-là d'écoféminisme me permet de comprendre et de saisir l'intrication ou l'intersection entre plusieurs rapports sociaux et ce qu'on appelle la crise environnementale, quoi. Et j'utilise cet outil, en fait, pour littéralement voir le monde, en fait. Donc, tu vois, c'est un usage qui est très arbitraire aussi et très personnel. Et c'est pour ça que ça me dérange pas du tout, du coup, d'appeler certaines luttes écoféministes, parce que je ne suis pas en train de dire qu'elles s'affilient à l'écoféminisme, mais que moi, dans ma manière de comprendre, c'est cet outil-là qui a fait le plus sens. Parce que le féminisme n'a pas fait assez sens pour moi, l'antispécisme n'a pas fait. Enfin, tu vois, c'est vraiment un truc qui, pour moi, dès que j'ai commencé à l'utiliser, je me suis dit, oh, yes, enfin, tu vois, tout peut cohabiter et tout peut être ensemble. Et, et je crois qu'en multipliant les usages et en essayant vraiment de donner des analyses plus rigoureuses de ce qu'on en fait, on arrivera à une définition des écoféminismes moins floue, quoi. Mais je crois que ce flou, c'est aussi une fuite, hein. Souvent, quand les gens disent ah mais non, c'est flou, je préfère pas l'utiliser, j'ai envie de dire pour vous, le féminisme, c'est moins flou. Enfin, genre, vraiment, j'aimerais inviter même les personnes qui écoutent, qui disent que l'écoféminisme, c'est flou. Je me demande sincèrement si la définition du féminisme, elle serait moins floue, quoi. Je pense pas du tout. Il y a énormément de définitions du féminisme et ça fait bien longtemps qu'on sait que ça n'est plus l'égalité homme-femme, en fait. Voilà, à partir de plein d'autres courants féministes, tu vois. Donc, est-ce que c'est en fait l'abolition de tout le système des oppressions? Enfin, tu vois, déjà là, on est dans une conception extrêmement large, extrêmement ambitieuse du féminisme. Est-ce que en fait, c'est parler à partir d'intersectionnalité? Enfin voilà, aujourd'hui, on est vraiment en train de retricoter tous ces termes. Et pour moi, c'est pour ça que c'est encore plus intéressant de convoquer l'écoféminisme que de dire ah bah non, c'est trop flou, en fait, on le laisse de côté. Mais je te répondais pas à toi en particulier, c'était plus par rapport à quelque chose que j'entends en fait assez souvent.
Et je me dis que plus on dit que c'est flou, finalement, moins on s'autorise à utiliser ce terme, et plus finalement on le laisse à la minorité hégémonique qui en fait n'importe quoi, en fait. Non, je suis d'accord, complètement d'accord, mais c'est vrai que je trouve que, enfin, moi c'est un mot que j'utilise pas pour, par exemple, pour me définir écoféministe, parce que je trouve que il sonne un peu trop étriqué, et en fait j'ai l'impression qu'il nous manque un autre mot, mais peut-être que tout simplement, il faudrait pas qu'il y ait de mots pour définir cette approche-là, parce que c'est en fait relier l'analyse de tous les systèmes d'oppression et l'écologie, ça devrait être finalement évident. Et j'imagine qu'il y a d'autres pays où il n'y a même pas de mots pour décrire ça. Oui, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que pour nous, en fait, je crois que c'est aussi pour ça qu'on s'agite autant autour de ce terme d'écoféminisme, parce que, enfin voilà, on est en Occident, on est en Europe, on est vraiment le centre névralgique de ce qui a été la colonisation et qui continue encore aujourd'hui depuis des siècles. Donc forcément, pour nous, ce mot, il amène quelque chose de radical. Enfin, tu vois, c'est qu'on a été complètement coupé. Enfin, tu vois, c'est la nature désenchantée, quoi. Enfin, c'est pour nous, parler de nature en termes sociaux, parler d'écologie en termes sociaux, même si on a eu l'écologie politique, même si on a eu l'écologie sociale, même si on a eu l'écologie décoloniale maintenant de plus en plus, enfin, c'est quand même pas simple, quoi. Donc c'est pour ça que pour nous, accoler ces deux termes, c'est complètement inédit, excitant, sujet à toutes les dérives, ce que tu veux. Alors que tu vas dans des endroits comme littéralement des continents entiers comme l'Afrique ou l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, au contraire, ça n'a aucun sens, tu vois, de séparer en fait la cause des minorités et la sauvegarde des terres en fait et des territoires. Donc je pense qu'il faut aussi vraiment recontextualiser pourquoi en fait ça nous donne autant de frissons, quoi, aujourd'hui. Mais moi ma proposition, elle est pas forcément de dire voilà, il faut que tout le monde accepte ce mot-là, il faut que tout le monde, c'est plutôt de dire il y a des minorités qui s'en saisissent aujourd'hui, et elles l'utilisent littéralement dans leur vocabulaire, dans leur discours de lutte. Personne ne les écoute. Je parle bien en Europe et plutôt en Occident, en fait. On est en train de construire une histoire écoféministe qui est blanche. Littéralement, on s'appuie démesurément sur justement la théorisation des années 80 à partir des mouvements antinucléaires, qui, encore une fois, a le mérite d'exister, mais qui ne constitue absolument pas la totalité, en fait, de l'histoire écoféministe. Et moi, c'est pour ça que je viens comme revaloriser ça, en fait. Si tu veux, on pourrait dire que tout le livre, c'est une manière de complexifier, mais surtout décoloniser, en fait, à partir de mon propre corps et de ma propre expérience, ce terme-là. Comme pour dire, si vous en avez besoin, il est disponible, en fait. Et on doit arrêter de se dire qu'on doit être tellement... Enfin voilà, on doit avoir un gros bagage intellectuel pour en parler, on doit être très engagé. En fait, pas du tout, absolument pas. On peut tout à fait le rendre plus populaire, en fait. Voilà, il y a vraiment une volonté et de décoloniser et de populariser ce terme, mais sans pour autant dire vous devez absolument l'utiliser. Enfin, tu vois, c'est pas ça mon propos. Alors dans le livre, tu analyses aussi bien une scène que tu as vécue dans une cabine d'épilation qu'un repas dans un resto chic parisien ou bien un moment avec ton chat. Qu'est-ce qu'il y a de commun dans ces situations vraiment triviales que beaucoup ne trouveraient pas dignes d'intérêt? Et en quoi justement peut-être la perspective écoféministe permet de rendre vraiment très concret le fait que le personnel est politique? Vaste question. Non, mais j'essaye de voir dans quel ordre je peux. Alors oui, déjà, moi, en fait, je crois que j'ai essayé, mais je n'arrive pas à écrire sans parler de moi, en fait. Bon, au-delà du fait que je suis un peu narcissique, ça, je pense que oui. Mais je crois sincèrement, encore une fois, dans une perspective écoféministe. Parce que l'écoféminisme, au-delà de la définition un petit peu vaste que j'en ai donnée de la défense du vivant par les minorités, il y a quand même quelque chose de très corporel, encore une fois, de très charnel, de très organique. Les écoféministes, ça a été... je vais pas dire les premières, mais elles ont fait partie des premiers groupes à valoriser en fait des manières de faire de la politique où littéralement on dansait, on chantait, on faisait des rituels. Enfin, tu vois, tout le mouvement néo-païen, etc. On peut le critiquer sur plein d'endroits, mais en fait, ce que ça amenait politiquement, c'était inédit dans l'espace public, en fait. Donc, il y a quelque chose où le corps, quand on regarde même justement les luttes antinucléaires à Greenham Common, ce qu'elles ont fait à s'enduire de miel, avec des déguisements, c'était complètement délirant, quoi. Personne n'avait jamais résisté face à la police comme ça, quoi. Donc, je crois qu'il y a encore une fois une tradition en fait écoféministe de mettre le corps au centre et le considérer comme soit le point de départ, mais en tout cas un point qui est traversé en fait par toutes ces
grandes, je sais pas, comme ces grands systèmes de domination. Tu vois, on peut en parler de manière presque en mode superstructure, mais quand tu en parles en fait de manière de micro, en fait, pour moi c'est plus intéressant parce que déjà c'est beaucoup plus humble. En fait, on est moins dans un truc voilà, je vais changer le monde en 3 parties, je vais vous expliquer comment. Non, en fait, ça va être beaucoup plus localisé. En plus, d'une certaine manière, encore une fois, ça va être plus populaire. Moi, la raison pour laquelle je fais ça, c'est que littéralement, que ce soit des potes du quartier, que ce soit mes sœurs, que ce soit des gens qui n'ont jamais foutu les pieds à l'université, tu vois, en fait, ils peuvent me lire. Et ça, pour moi, c'est essentiel aujourd'hui qu'il y ait des personnes qui me ressemblent, qui viennent du même endroit où je viens. Alors moi, je m'en suis échappée pour plein de raisons et plein de manières, mais qu'aujourd'hui, ces personnes puissent ouvrir le bouquin. Alors pas forcément tout lire, évidemment, il y aura plein de choses qui ne seront pas comprises, etc. Mais des expériences, en fait. Tu vas dire l'expérience aujourd'hui, alors dans mon cas, d'une femme queer, racisée, issue de l'immigration, arabe, dont la famille était musulmane, vaut, en fait, dans l'espace écoféministe, à quelque chose de pertinent à proposer dans l'espace écoféministe. Et ça, je ne peux pas le faire si je convoque une fois de plus le monde des idées, en fait. Parce que le monde des idées, il est très bien, mais il parle pas aux gens, en fait. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'endroit où c'est... où il y a de la complicité, en fait. Tu vois, je sais même, c'est difficile à expliquer cet endroit-là. Non, mais c'est aussi que ça permet à tous les lecteuristes ensuite de se poser des questions eux-mêmes dans leur propre quotidien. C'est ça, exactement. Et tu vois, quand j'ai présenté le livre, je me rappelle dans des endroits où qui étaient... voilà, j'ai fait des présentations où il y avait peut-être une 50aine ou peut-être quasiment une 100aine de personnes, enfin beaucoup de gens, tu vois. Et donc principalement, effectivement, des personnes blanches, des meufs. Enfin voilà, je vois très bien le public écoféministe aujourd'hui. C'est très, enfin voilà, et dans toute la salle, il y avait peut-être une ou deux, tu vois, Nana Rebeu au fond de la salle qui était là un peu, voilà. Et en fait, tout à la fin, à chaque fois, systématiquement, ces personnes-là sont venues et limite, on s'est pleuré dans les bras, en fait, tu vois, en mode juste merci. Enfin, juste, c'est pas dans le sens merci, tu vois, j'ai accompli la grande épopée écoféministe, merci de nous représenter. Enfin, c'est pas un truc de représentation, c'est un truc d'ouverture, en fait, tu vois, parce qu'il y a trop peu de personnes comme moi qui disent ce que je dis, en fait, à l'endroit où je suis. Il y a trop peu de personnes qui parlent de la violence à l'université, il y a trop peu de personnes qui parlent de qu'est-ce que c'est d'être une beurette, en fait, dans l'espace public depuis des années. Trop peu de personnes qui parlent de tout ça et dans une perspective politique et écolo, en fait. Tu vois, il y a comme une espèce d'endroit qui est encore inhabité et que moi, c'est un plaisir en fait d'y être. C'est pas facile, mais c'est un plaisir d'y être. Et je crois que vraiment, je le prends comme une forme de responsabilité envers mes pairs en fait, envers mes sœurs, envers toutes ces personnes-là, parce qu'elles ont le droit et même plus entre guillemets que les autres de parler d'écologie, même de parler d'antispécisme. En fait, moi, j'ai envie de les entendre parler de là-dessus. On a envie d'entendre d'autres personnes parler, ouais, c'est sûr. Exactement. Et le fait, mais tu vois, il y a vraiment une privatisation, mais à la fois donc par les écoféministes mainstream, etc., mais par nous-mêmes, en fait. Moi, dans les milieux antiracistes et décoloniaux, c'était... Alors là, ça commence à changer, mais il y a quelques années, c'était hyper rare d'entendre parler d'écologie. Et d'antispécisme, je t'en parle même pas. Donc, tu vois, nous aussi, on a intégré, en fait, que ça n'était pas notre... c'est pas notre lutte, en fait. C'est pas notre cause. C'est pas... Donc, tu te rends compte ce que ça veut dire, que la sauvegarde de la vie, que vraiment la planète, tout ça, on n'est pas assez bien pour ça, en fait. Donc, tu vois, il y a quand même une forme d'intégration, d'intériorisation, en fait, d'un message extrêmement violent et colonial de mise à l'écart ou de disqualification, en fait, de discours de personnes minorisées à l'égard, voilà, de l'écologie, du militantisme, de l'antispécisme, etc. Et moi, en fait, je viens comme dire non à partir justement de ce qu'on pourrait considérer comme des anecdotes. Mais en fait, pour moi, c'est tellement plus que ça. C'est vraiment c'est la chair du quotidien, en fait. Et ça, je suis pas du tout la première féministe à le dire. Hein. Enfin, tu vois, en fait, c'est pour ça que moi, je me sens beaucoup plus proche en fait des mouvements féministes décoloniaux, parce que dès que tu lis n'importe qui, des afroféministes de Bell Hooks à Audre Lorde, en fait, elles parlent d'elles, elles racontent, Angela Davis, elles racontent leur vie, en fait, elles racontent dans leur quotidien. Et alors que tu as moins ça dans des perspectives féministes beaucoup plus, alors j'ai pas envie de... surplombantes. Voilà, surplombantes. Et donc, ils sont très tributaires, voilà, de la philosophie, de l'université, etc. Et moi, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas à choisir l'un ou l'autre, en fait. On peut tout à fait vivre dans le mélange. C'est ce que je trouve que c'est ce qui a apporté aussi Fatima Wassak en remettant l'écologie vraiment dans le quotidien, dans des luttes qui paraissent basiques, mais qui sont de l'écologie, en fait, de la nourriture à la cantine, est-ce que les ascenseurs, ils sont en panne pour sortir de chez soi ou pas, quoi. Complètement. Et elle, tu vois, elle fait de l'écologie populaire, c'est ça son terme. Donc, tu vois, c'est hyper intéressant de voir que ce terme aussi revient chez moi de certaine manière. Enfin, et justement, est-ce que tu dirais que l'écoféminisme permet
de radicaliser l'approche écologique en l'articulant tout le temps aux enjeux de genre, de race et de classe. C'est d'avoir à la fois, j'allais dire, enfin, c'est radicaliser, mais en même temps, c'est avoir une définition de l'écologie qui est beaucoup plus large que celle qu'on entend d'habitude, qui est cantonnée aux sciences, en fait. Oui, oui, alors pour moi, complètement. Moi, ça a toujours été mon... Et c'est comme ça que j'ai rencontré, encore une fois, les écoféminismes. C'était même pas... je sais pas comment dire, c'est pas une manière d'utiliser les écoféministes que je me suis dit que j'allais employer à partir d'un moment. C'est que vraiment, quand je les ai rencontrés, je me suis dit, waouh, en fait, tout ce qu'on t'a appris sur l'écologie jusqu'à maintenant, c'était un peu du bullshit, ou alors c'était très incomplet. Et en fait, non, l'écologie, elle se formule, elle se vit, les espaces de lutte se transforment et se créent et se construisent en fonction complètement de rapports sociaux, mais nous on dit genre, classe et race, mais tu vois le handicap par exemple, ou tout ce que les études sur le handicap ou les féministes qui travaillent le handicap aujourd'hui proposent, en fait c'est incroyable quand on parle d'écologie en fait, parce qu'on parle de corps, on parle de moyens, on parle de dépendance à la technologie aussi, qui est le nouveau fer de lance maintenant une espèce de droite conservatrice. En fait, on parle très vite de corps qui sont au cœur d'une violence systémique profonde, mais cette violence systémique, elle s'appuie tout le temps en fait sur cette idée de nature. Elle s'appuie tout le temps sur quels corps sont dispensables et quels corps sont utilisables. Tu vois, la crise du Covid, par exemple, c'est exactement ça en fait. La crise du Covid, tout à coup, on a pu voir tous les systèmes en fait que les couches les plus précarisées de la population, que je pense aux femmes de ménage, aux gouvernantes dans les hôtels, enfin, toutes ces personnes-là qui littéralement mettaient pas de masque pendant que les riches étaient confinés. Hein. Enfin, tu vois, c'est ça dont on parle en fait. Hein. Et de tous les réseaux de solidarité, des travailleuses du sexe, des personnes handicapées, des personnes en fait qui portent un regard beaucoup plus critique et beaucoup plus complexe en fait, beaucoup plus complexe et à la fois des personnes, on va dire, qui sont complètement dans le système néolibéral capitaliste et qui s'en posent aucune question, mais aussi, en fait, qui se distancient de pas mal de militants et militantes écolos qui sont dans une espèce, tu vois, de volonté de se distancier, en fait, finalement, de toute la machine technologique ou je ne sais quoi, en disant, bah, non, en fait, on est dans une écologie très pure, on va, je sais pas, habiter dans la forêt, faire des cabanes et vivre comme ça, et ça, c'est super, c'est vraiment la meilleure forme d'écologie qui puisse exister. Donc, tu vois, tous ces groupes-là, les personnes handicapées, les travailleuses du sexe, les personnes trans, les minorités de genre, c'est pour ça, tu vois, que je dis presque que la catégorie des femmes, elle est, je vais pas dire lointaine, mais elle est finalement secondaire, en fait, dans les écoféminismes que moi, je propose. Bah, en fait, ces catégories-là, elles permettent de travailler à partir de beaucoup plus de complexité. Parce que qu'est-ce que ça veut dire que de t'émanciper si tu as besoin de tel ou tel outil, tel ou tel médicament, tel ou tel, on va dire, amélioration au quotidien dans ton habitat. Enfin, tu vois, comment on pense ça, en fait? Comment on pense les corps à qui on ne pense pas, en fait, dans une société productiviste d'habitude. Et ça, pour moi, ça complexifie et ça radicalise de fait beaucoup plus les écoféminismes. Et on voit d'un coup qu'on n'est plus du tout dans cette idée de rapprochement entre femme et nature, en fait. Ça, tu vois, c'est très lointain. Ouais, non, mais c'est clair que cette question de comment on peut repenser la domination technologique en incluant des personnes qui ne sont pas dans la norme, c'est une thématique qui est vraiment sous-étudiée et je pense que c'est vraiment un des sujets dont on devrait prendre la mesure très vite parce que c'est des questions urgentes. Mais complètement. En tout cas, là-dessus, si je peux faire une mini pub, il y a un texte qui va paraître sur Terrestre, donc c'est une revue en ligne d'écologie politique, on peut dire, qui est vraiment de qualité et qui va être un texte, alors je sais pas, je dirais, ça sera en 2023 pour sûr, je dirais avant l'été, donc peut-être dans les 4-5 prochains mois. C'est en cours d'écriture en tout cas, par beaucoup de personnes qui me sont chères et qui sont aussi très de qualité, quoi. Et qui a un texte sur alors ce qu'on pourrait appeler en France des écologies trans, quoi. Des écologies, qu'est-ce que les personnes trans, voilà. Alors pour pas dire l'écologie déviante et l'écologie queer, qui est un terme de Style Surf Maupois. Mais je crois vraiment que là, en ce moment, en France, en tout cas, on est dans ce moment-là où justement on a besoin et de textes et de production et de donner, en fait, de donner des espaces, de donner des podcasts, des plateformes en ligne, des choses comme ça pour que ces personnes puissent s'exprimer, parce qu'il y a personne qui le sait mieux qu'elle, en fait, qui le savent mieux qu'elle, d'une certaine manière. Donc, et ça, pour moi, on arrive à un niveau, en fait,
encore une fois, de complexification du message écologique qui, moi, m'intéresse beaucoup plus. Parce qu'il est dans les corps, il est dans les minorités et surtout, il fait pas la paix. Tu vois, il est pas dans un objectif de on va tout résoudre, on va faire la paix, on a la solution. C'est pas du tout ça. Et moi, alors vraiment à un niveau très personnel, dans mon militantisme et dans la personne que je suis, ça a toujours été ça, en fait. Des formes de négociation, de déchirement, en fait. Parce que moi, enfin, tu vois, je viens d'un milieu, voilà, très pauvre, issu de l'immigration, hein, et en fait, aujourd'hui, je suis en train de te parler dans ce podcast, j'ai sorti mon livre. Enfin, je veux pas juste choisir, en fait, si tu veux, d'aller dans un camp vis-à-vis d'un autre. Je peux pas choisir d'aller faire une cabane dans les bois et me dire, ça, c'est ma réussite écologique, pendant que les gens, comme moi, littéralement, crèvent de faim, en fait, dans la rue. Donc, et c'est ça, en fait, que j'aime bien avec les corps, voilà, les corps dissidents, que toi, tu disais hors de la norme. Enfin, c'est tout ça, en fait, moi, qui m'intéresse. C'est comment on arrive à faire des espaces de négociation, à faire des espaces d'ultra-radicalisation à l'intérieur même des endroits comme la métropole, comme, tu vois, tous ces endroits-là qui sont presque délaissés, en fait, par enfin, délaissés, qui sont peu considérés par les militants écologistes radicaux, quoi. Donc ça m'intéresse beaucoup plus et je trouve que c'est plus, voilà, c'est plus complexe, c'est plus populaire, c'est plus personnel aussi, c'est plus incarné et encore une fois, c'est plus tolérant dans le sens où c'est moins rigide, quoi. Et je crois qu'il y avait aussi ça beaucoup dans mon livre, en fait, de vraiment, on peut s'autoriser à aimer manger McDo, on peut s'autoriser à manger des Oreos. Enfin, tu vois, il y a un truc où, en fait, je pense qu'il faut arrêter d'être ultra violent comme ça avec nous-mêmes parce que on vit dans un système qui est tellement violent, qui est tellement, enfin voilà, on a grandi que à partir de traumas, le trauma du capitalisme, le trauma du colonialisme, le trauma. En fait, on ne peut pas répondre à ces traumas en étant en recherchant la pureté. Ouais. C'est ça, en voulant nous purifier l'intérieur. Et de toute façon, la pureté, de toute manière, c'est dangereux, de fait, parce que ça élimine justement les catégories impures. Et à ce jeu-là, bah, de toute façon, moi, je perds, c'est clair. Et mes amis aussi. Voilà, c'est juste des espaces beaucoup plus hybrides et de mélange. Et ça, je crois que, en termes de radicalité à l'intérieur, en tout cas, d'une certaine forme de complexité assumée, je crois que les écologies trans, et donc cet article sur Terrestre, qui va arriver dans pas longtemps, pourra commencer à nous donner des billes en France pour réfléchir là-dessus. Ah, super, j'ai hâte. Et justement, du coup, je rebondis sur cette thématique que tu abordes dans un chapitre du croisement avec la classe. Et là, on parlait de la recherche de pureté de certaines parties des militants écolos. Et je trouvais ça super intéressant que tu expliques que fréquenter ces milieux écolos, anticapitalistes, a pu réactiver une forme de honte, parce que ça serait honteux d'être attiré par le luxe, le bling-bling, voilà, pour ceux et celles des militants écolos qui auront, eux, choisi une forme d'austérité dans leur vie, comme on parlait le fantasme d'habiter dans une cabane et d'être coupé de la technologie. C'est hyper intéressant, parce que je trouve pas que ce soit non plus quelque chose dont on parle beaucoup, le côté... la fascination pour le dépouillement, c'est hyper romantisé, en fait. Et du coup, la question, c'est... en quoi c'est un problème de se concentrer sur les possessions matérielles et de devenir un peu le flic tout le temps à scruter les comportements individuels des uns et des autres. En quoi c'est problématique? Voilà, c'est ma question. Ouais. Mais en fait, c'est problématique parce que, si tu veux, ce que ça crée, en fait, c'est... alors, le terme n'est pas consacré, j'ai pas particulièrement envie de l'utiliser, mais ce que j'appellerais une écologie bourgeoise, en fait. Parce que finalement, les personnes qui justement ne sont pas attirées, n'ont jamais été attirées, n'ont jamais considéré en tout cas le capitalisme comme un espace de réussite, voire d'émancipation, voire de rachat, voire de réparation pour leur famille, pour l'endroit d'où ils viennent. Bah, c'est des personnes, en fait, pour qui la classe n'a jamais été un vrai problème, en fait. Donc c'est des personnes bourgeoises. Tu vois, c'est assez... C'est des gens pour qui la classe n'est pas un sujet, en fait. Oui, bien sûr. Donc, en fait, si on n'en parle pas dans les milieux militants, dans les milieux anticapitalistes, c'est parce que la majorité des personnes sur place sont des personnes bourgeoises. Ou en tout cas, qui ont un rythme, une qualité de vie qui leur permet de ne pas considérer ça comme quelque chose d'important. De la même manière que le genre n'est pas une chose importante quand on est entouré de mecs. Enfin, tu vois, ça peut très bien se voir, ou que la race n'est pas du tout importante quand on est entouré de blancs, en fait. Finalement, quand tu es dans une majorité homogène à un certain endroit, très vite, en fait, des choses assez centrales, justement, sur ce qui rassemble, en fait, toutes ces personnes, c'est-à-dire ce privilège, va être la chose la moins questionnée. Oui, c'est la métaphore comme un poisson dans l'eau, quoi, qui demande c'est quoi l'eau, en fait. C'est exactement ça. Donc voilà, moi, en fait, parler de classe dans ces milieux-là, c'est extrêmement difficile parce que je sens bien que je suis très seule. En fait, il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent de mon endroit. Et en plus, moi, je suis pas blanche. Donc, tu vois, ça fait deux trucs
où je vois bien que dans les espaces écolos, anticapitalistes, radicaux, blablabla, ouais, je suis assez isolée. Mais c'est pas, enfin, tu vois, c'est pas pour faire un truc misérabiliste de oh là là, la pauvre, elle lutte. Pas du tout. Moi, j'adore être dans ces espaces et ça se passe bien. Mais c'est presque justement parce que ces espaces sont pour moi l'endroit le plus prometteur, le plus ambitieux et pour moi le plus excitant en fait en termes de réinvention radicale écolo. Et je prends l'écologie en termes très larges, donc du coup écologie sociale, écologie politique, que justement j'ai envie d'adresser ces critiques-là, pour que la classe ne soit plus un à côté. Parce que finalement, en ne questionnant pas ça, ce qui se passe, c'est que les personnes donc issues de milieux voilà pauvres, modestes, etc., arrivent dans ces endroits-là et font face à, comme tu le disais en fait, une romantisation de l'austérité écologique en fait. C'est-à-dire qu'on va se priver, on va je sais pas ne pas trop s'habiller, ne pas se laver, ne pas toutes ces choses-là en fait. Non mais vraiment, c'est des banalités dans ce monde-là, tu vois. Mais qui peuvent apparaître très normales en fait pour n'importe qui vient mais sauf qu'en fait pour nous, donc je parle vraiment en tant que personne pauvre là, en fait, c'est littéralement ça nous fait revivre en fait des épisodes traumatiques. Enfin, tu vois, c'est vraiment ça dont on parle quoi. C'est-à-dire qu'il y a un truc de dignité en fait humaine qui nous a été retiré à un endroit. Être pauvre, encore une fois, c'est être constamment dévalorisé, que ce soit dans ta manière de parler, dans tes références, dans la manière dont tu t'habilles, ton odeur, ce que tu cuisines chez toi. Tu vois, je rajoute ça parce que d'autant plus quand tu viens, t'es issu de l'immigration nord-africaine. Enfin, il y a aussi d'autres choses qui se mettent dessus. Donc en fait, moi, si tu veux, j'ai avancé avec tout ça dans ma vie. Il y a des endroits où je m'en suis sortie ou d'autres un peu moins, etc. Donc j'arrive avec tout ça dans ces milieux militants et en fait je vois que finalement on rejoue les choses mais dans le sens inverse quoi. On me dit en fait tout ce que tu as cru que t'avais acquis en fait dans la vie et la société entre guillemets normée, ici en fait tu vas devoir le laisser tomber et ne plus y croire du tout. Donc tu vois quelle violence, quel choc en fait ça doit te faire dans ta tête et dans ton corps quand tu arrives à cet endroit-là. Et moi du coup il y a des choses en fait que j'ai envie de dire comme voilà certaines possessions matérielles ou certaines choses que j'ai eu envie de faire et que j'ai faites dans ma vie et ça peut impliquer de prendre l'avion, ça peut impliquer je sais pas de manger de la viande. Bon pour le coup moi c'est pas le cas mais je sais qu'il y a d'autres personnes pour qui c'est le cas donc j'ai quand même envie de le dire. Et en fait ça vraiment quand tu viens d'une famille qui a été brisée par la pauvreté, c'est-à-dire vraiment ma mère aujourd'hui enfin voilà, elle a pas de retraite, son corps il est défoncé par le fait qu'elle ait été femme de ménage dans les hôtels pendant la moitié de sa vie. Donc, tu vois, c'est ça dont on parle, en fait, quand on parle de pauvreté. C'est une personne qui n'arrive pas à avoir juste des soins, juste pouvoir se lever correctement, en fait, alors qu'elle a 50 balais. Enfin, du coup, une fois que tu parles de ça, comment tu peux dire, ah, mais non, finalement, ça va être bien de manger du sarrasin toute la semaine et on va rien faire d'autre, tu vois. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai envie de dire, et je sais que c'est super difficile à entendre, et je sais pas quoi en faire, en fait. Je le pose pas comme une solution ou quoi, mais je le pose quand même comme un véritable enjeu, en tout cas pour moi. Les espaces capitalistes, ou la réussite capitaliste, a pu considérer un espace de réussite et de réparation pour ma famille qui a été niée, piétinée, salie. Et aujourd'hui, quand elle me voit voilà, à l'université, ou avoir un taf qui rapporte de l'argent, ou qu'on aille au restaurant un soir, mais en fait, pour nous, ça veut dire quelque chose, comme une espèce de revanche, tu vois, de présence politique dans le monde qui nous a été refusée depuis des générations, en fait, par l'État français. Donc, tu vois, comment tu amènes ces questions en fait à l'intérieur de ces espaces-là, sans pour autant considérer que le capitalisme est une réussite pour les minorités, surtout pas, c'est pas ça que je dis, mais tu vois, encore une fois, ces espaces de négociation-là, c'est ça, moi, qui m'intéresse. Et encore une fois, les milieux militants, pour moi, me paraissent être l'endroit où c'est le plus, pour moi, c'est le plus intéressant de pouvoir en parler. Donc c'est pour ça aussi que je fais ça. Tu vois, le but, c'est pas juste de clasher, de dire ah voilà, vous faites pas assez bien, pas du tout. Justement, c'est plutôt de donner des outils pour voir comment on peut faire mieux ensemble, quoi. Parce que moi, j'ai envie qu'il y ait d'autres gens qui puissent venir. Parce qu'en fait, ce que permettent aussi les milieux militants, encore une fois, souvent, c'est des espaces d'occupation ou de logements qui sont quasiment gratuits. C'est énormément de solidarité. Moi, j'ai vécu avec très peu d'argent dans ces endroits-là. Et en fait, je me dis, mais il faut qu'on en bénéficie. Tu vois, s'il y a une classe de personnes qui doivent en bénéficier, c'est certainement pas les bourgeois, pour qui, en fait, en cas de crise, ils peuvent très bien retourner chez papa, maman, il n'y a pas de problème, en fait. C'est nous. Parce que ça peut être notre plan A, en fait, tu vois. Et c'est intéressant, justement, dans le contexte actuel, en France, j'imagine qu'il y a des mêmes problématiques au Canada aussi, mais on parle de énormément de sobriété. Comment on re-questionne voilà, l'aspiration collective à la sobriété en fonction de d'où on parle, en fait. Non, mais encore une fois, l'austérité, elle peut avoir aussi de très bonnes conséquences, en fait. Mais moi, j'ai juste envie, encore une fois, qu'on complexifie la catégorie sociale à partir de laquelle on pense l'austérité. En fait, moi, c'est juste ça. Donc, comme moi, j'ai vécu dans l'austérité toute ma vie,
Je trouve ça un peu abusé. Non, je disais sobriété, mais c'est vrai qu'on peut on peut confondre sobriété et austérité. Ouais. Oui, mais en fait, c'est la suite, si tu veux. Au début, tu as la sobriété, puis après, tu as l'austérité. Enfin, voilà, tous ces concepts de sobriété heureuse, etc., tout ça, ça a déjà été aussi théorisé par notamment les penseurs de la décroissance. Et je suis pas en train de dire que c'est mauvais, bien au contraire, c'est des pistes qui sont hyper intéressantes. Et je pense aussi qu'on peut créer de l'abondance autrement que dans le capitalisme aussi. Tu vois, ça, ce serait hyper intéressant d'y penser. Ça veut dire pourquoi, ça serait quoi, je sais pas, bien s'habiller, être classe, bien manger, etc., mais sans nourrir un système capitaliste. En fait, de jeter ça en entier comme un bloc en disant, en fait, c'est mal parce que ça nous apprend à dépendre. Alors, j'en sais rien, de l'apparence, du textile, mais tu vois, mais finalement, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur aussi le rapport à la technologie, à la technique. Totalement, à la superficialité, voilà, en fait. Ça. Parce que les gens vont dire être de la superficialité. Sauf que c'est superficiel quand tu questionnes pas, en fait, pourquoi c'est superficiel d'une certaine manière. Parce que pour moi, par exemple, ça a été essentiel. Pour moi, être ultra féminine ou faire ces endroits-là un peu incroyables, aller au resto, en fait, ça a été essentiel pour m'émanciper, pour comprendre d'où je venais, pour comprendre qu'est-ce que ça venait réparer et pourquoi j'en avais si besoin, en fait. Et aussi pour le démystifier. Après, ça, c'est vraiment personnel. Mais moi, j'ai eu besoin d'aller dans ces endroits-là pour comprendre à quel point c'était absurde et dire « Ok, salut, bisous, ciao » et je ferme la porte. Et ça, pour moi, ça devrait valoir comme une manière d'être anticapitaliste, en fait. Et justement, j'aimerais bien qu'on parle du chapitre qui commence par la description de ta visite chez l'esthéticienne, donc pour une séance d'épilation. Et là, tu profites de cette anecdote pour vraiment parler d'un rapport au corps et à la beauté et à la féminité, bien sûr, qui est complexe, qui refuse aussi l'opposition entre la beauté naturelle et la beauté artificielle. Donc ça rejoint aussi ces questions de qu'est-ce qui est superficiel, qu'est-ce qui est bling-bling, qu'est-ce qu'on a le droit à quoi on a le droit d'aspirer, en fait. Et donc tu refuses l'injonction à l'authenticité, à cette beauté naturelle qui serait un peu la seule beauté qui vaille. Est-ce que tu peux un peu raconter cette histoire et décrire ce qui se joue pour toi ici? J'ai toujours su que j'allais écrire sur mes épilations. Je sais pas pourquoi, parce que j'y vais tellement souvent, tous les mois, quoi, quand même. Tu vois, on parle d'expérience quotidienne. Là, tu vois, on n'est plus du tout dans l'anecdote, on est vraiment dans le quotidien, quoi. Et pendant 10 ans, j'ai pas trop politisé. Enfin, c'est pas que j'ai pas politisé, mais ça me paraissait pas du tout, encore une fois, être un endroit intéressant pour parler de féminisme, de politique, de je sais pas quoi. Ou alors, quand c'était convoqué, c'était plutôt de dire « Ah, c'est mal, c'est pas bien, vous rejouez les normes le patriarcat. de l'industrie, du porno, voilà, de la pédophilie, il faut que ce soit doux, faut pas qu'il y ait de poils. Hein. » Voilà. Tu vois, j'ai pas trouvé qu'il y avait énormément de choses qui se faisaient là-dessus. Mais moi, je suis plutôt dans la catégorie, dans la team des gens qui aiment bien, en fait. Quid, en fait, des personnes qui sortent de là et qui se sentent effectivement plus fortes, plus puissantes, plus belles, en fait, tout en étant hyper en conscience de ce qu'est le patriarcat, ce que sont les normes, et qui sont même dissidentes à l'hétérosexualité, comme c'est le cas pour moi, en fait. Donc, tu vois, comment on peut parler de ça. Du coup, moi, ça m'amène forcément à parler du corps. Et de toute façon, moi, je ne parle que de ça, finalement, dans tout le livre. Et de, en fait, qu'est-ce qui se crée, en fait, dans ces espaces. Parce que moi, quand je veux me faire épiler, d'ailleurs, aussi, je vais dans des endroits particuliers où, en fait, c'est principalement des femmes arabes et plutôt musulmanes, en fait. Mais c'est pas du tout dans une tradition. Enfin, je le fais pas parce que je suis particulièrement croyante ou quoi. Hein, c'est juste que, déjà, c'était plus disponible, j'habitais pas très loin. Et en fait, encore une fois, quand je vais dans un endroit beaucoup trop sophistiqué, beaucoup trop bourgeois, en fait, pour me faire épiler, j'ai soit des remarques, soit des regards, soit simplement le savoir-faire n'est pas là, en fait. Donc, tu vois, c'est aussi super intéressant de redonner, en fait, une forme de compétence et de savoir-faire parce que c'est hyper dur. Et là, je parle de tous les métiers, en fait, de l'esthétique et de la cosmétique, hein, qui sont souvent juste après celui de la caissière en termes de mépris, tu vois. On dit, tu vas pas finir caissière, et puis après, on dirait, tu vas pas finir esthéticienne, quoi, ou coiffeuse. Alors qu'en fait, le savoir-faire et les compétences qu'il y a à ces endroits sont incroyables. Enfin, vraiment, pour moi, sont de l'ordre de l'ingénierie, quoi. Enfin, c'est vraiment ouf ce qu'on peut réussir à faire, quoi. Donc voilà, il y a une manière de rendre, en fait, encore une fois, de la visibilité et de la valeur dans des endroits qui, moi, m'ont accompagnée depuis hyper longtemps, mais aussi, en fait, de voir ce qui peut se créer en termes de complicité. Donc, tu vois, ces femmes arabes, musulmanes, etc., elles me jugent pas. Parce qu'en fait, mon corps est le sien, ou a été le leur, si tu veux. C'est des corps qui se ressemblent et c'est des corps en fait pour maintenir une forme de résistance, une résistance que moi j'appellerais féministe, mais qui flirte très fort avec le féminin. Et c'est là que c'est un peu dangereux et que je vois très bien les dérives essentialistes qu'il peut y avoir aussi.
en faisant ça, en fait, on active cette résistance-là, mais parce qu'on est toutes les deux, si tu veux, voilà, femmes, arabes, pauvres, dans un système, on est là dans une espèce de cabine d'épilation où il y a en fait 25 autres nanas qui attendent derrière et ça crie et ça grouille partout et c'est vivant mais il se passe quelque chose à la fois en fait de l'ordre de la résistance parce on est complice en fait à cet endroit. Elle me raconte des choses, je lui raconte des choses, on rigole. Enfin, il y a quelque chose d'hyper fort en termes d'identité, tu vois, et même de dialogue décolonial. Enfin, tu vois, c'est vraiment à ce niveau et de corps féminin. Enfin voilà, hyper puissant. Mais en même temps, ce que je dis, c'est que effectivement, on le fait dans un but qui n'est pas forcément féministe. Elles, par exemple, elles sont pas féministes. Elles ne se disent pas féministes. Et je n'ai pas du tout envie de leur de faire croire en fait que c'est des espaces qui sont voilà, on parle d'abolition du patriarcat. Pas du tout, absolument pas. Mais tu vois, et c'est dans cet espace-là de complexité ou de presque de tension en fait que j'aime en fait être. Parce qu'à la fois ça encourage des choses chez moi qui sont très puissantes et qui me permettent d'être qui je suis et d'être forte en fait au quotidien. Et encore une fois, en fait, le fait d'être belle et le fait d'avoir utilisé la féminité ou l'ultra-féminité en fait dans mon cas, c'est une arme. C'est une arme dans un système hétéronormé en fait. C'est totalement une arme au quotidien, je le vois très bien. Mais en même temps, ce qui se passe dans ces espaces-là, c'est aussi une forme de glorification en fait de cet état-là féminin, tout en disqualifiant en fait les autres formes de féminité. Et donc là, je pense aux personnes queer, aux personnes trans, etc. Où en fait cette forme de féminité, elle est très liée à la biologie en fait, au fait d'être cisgenre pour elle. Et du coup, voilà, comment on fait cohabiter ces deux trucs-là? Et moi, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que l'ultra-féminité a été une arme, etc. et tout, mais a été aussi une forme d'émancipation quand je détestais mon propre corps. Et quand, en fait, littéralement, quand t'es grosse, quand t'as des poils, en fait, on t'apprend à détester ton propre corps. Donc, comment, en fait, ça a pu devenir, je dirais pas une porte d'entrée, on va dire, vers le féminisme, sans pour autant dire que c'est féministe. Mais ça a pu être un outil, en fait, pour moi, pour aiguiser mon féminisme. Et du coup, quand j'arrive, encore une fois, dans ces espaces écolos, mais là, n'importe lesquels, hein, qu'ils soient institutionnels ou pas, et que je vois, en fait, ces meufs blanches, minces, pas épilées, tu vois, qui n'ont rien, en fait, sur le corps, qui sont, enfin, je sais pas comment dire, elles sont très, elles sont très pures, elles sont très nature, tu vois, on pourrait dire, mais sans rien faire. Et c'est pour ça, pour moi, que c'est un privilège, en fait. C'est que, du coup, elles gomment, finalement, tout l'arsenal, toute la panoplie, en fait, de soins. Et je parle de soins cosmétiques, mais aussi d'injonctions depuis la plus tendre enfance. Hein. La dernière fois, je parlais de comment on doit croiser ses jambes, comment on doit rentrer son ventre, comment on doit parler, comment on doit se tenir droit. Tout ça, c'est des choses qu'on nous a enseignées depuis qu'on est toute petite fille, en fait. Donc, comment, en faisant croire à la beauté naturelle, en fait, on gomme finalement toute cette discipline des corps qui, en fait, pour moi, vient dire, nous sommes toutes et tous, mais plutôt toutes en l'occurrence, touchés par la féminité et la cosmétique, en fait, qu'on le veuille ou non, que tu choisisses de t'épiler ou non. Donc, il faut arrêter de faire cette binarité entre la bonne beauté et la mauvaise beauté, parce qu'en faisant ça, vous réaffirmez que la bonne beauté, c'est celle qui est blanche, qui est mince, qui est cisgenre, qui est valide. Et à partir du moment où on utilise n'importe quoi, que ce soit des collants résine, du maquillage, du botox, des faux ongles, en fait, on est suspecte finalement de collaborer, encore une fois, en fait, avec l'industrie méchante, capitaliste. Alors qu'en fait, dans ces espaces-là, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il peut y avoir des espaces de résistance et de complicité antiracistes et féministes hyper forts, sans pour autant que ça soit voilà, évident ou facile, quoi. Voilà, mais c'est vraiment pas facile à expliquer. Non, c'est pas facile. Je trouve que c'est vraiment, enfin, ce chapitre-là, mais comme tous les autres chapitres, en fait, ça permet de vraiment peut-être d'avoir plus de questions à la fin que de réponses, mais c'est ce qui est intéressant, et d'avoir un raisonnement qui est assez subtil, et du coup, je pense que ce type d'analyse, c'est sûr qu'il se prête pas à être expliqué en 3 minutes sur une chaîne de télé, quoi. Enfin, c'est sûr qu'il faut passer du temps pour réfléchir, et le fait d'aller au-delà de la pureté des analyses binaires, c'est il y a les gens, quoi. Voilà, c'est ça. Au-delà de la pureté de l'analyse binaire, il y a les gens, en fait. Et quand tu regardes les gens qui s'en saisissent le plus, ce qu'on appelait voilà les beurettes, mais je vois aussi ça très fort chez les minorités de genre, les femmes noires, en fait, qu'on accuse très vite, en fait, d'avoir voilà des ongles beaucoup trop longs, des fossiles horribles. En fait, je vois très bien à quel corps sont accusés, sans parler même des femmes trans. Alors là, j'en parle même pas, où elles sont accusées de reproduire une féminité monstrueuse, etc. Enfin, tu vois, c'est vraiment socialement, quand on fait une analyse très matérialiste, en fait, de qui aujourd'hui est accusé de reproduire des féminités dangereuses, en fait, finalement, moi, ce sont les catégories qui m'intéressent le plus, en fait, avec lesquelles j'ai le plus envie de militer. Donc, bien sûr, je serais une
une ultra femme dangereuse, si ça me permet d'être d'être avec toutes ces catégories-là qui sont les plus, encore une fois, les plus violentées, les plus précarisées, mais celles qui déploient les moyens de résistance les plus créatifs. Il y a une autre thématique qui est aussi super importante, c'est le chapitre sur l'héropolitique, où tu parles du rapport au sexe, au traitement qui est réservé aux personnes qui mobilisent justement les codes d'une féminité exagérée, et aux salopes, comme tu dis, aux TDS et aux dissidentes du genre, dont on a déjà un petit peu parlé. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire l'héropolitique et peut-être pour reprendre la citation de Bébé Melchor, être une salope éclairée est un acte politique. Oui, alors héropolitique, je suis assez contente parce que, encore une fois, comme on nage un petit peu en eau expérimentale plutôt que de dire floue, j'aime bien quand il y a des termes qui peuvent un petit peu poser des choses. Et là, le terme d'héropolitique me permet vraiment de développer, en tout cas, une pensée que je crois. Je pense qu'elle va devenir quand même assez importante dans ce que je vais, voilà, de qui je vais devenir ou de ce que je suis en train de dérouler et de mes futures œuvres probables. Donc voilà, je suis très contente d'avoir ce terme et je le revendique et je voudrais qu'il soit plus utilisé. Et je pense qu'il y a vraiment un beau potentiel là-dedans. En fait, j'essaie d'accoler le terme donc d'éros et d'érotisme, donc il y a tout ce qui a trait au plaisir, à la jouissance, mais je le trouve finalement imparfait parce qu'il renvoie quand même à une forme de privé, en fait, à quelque chose d'un peu caché. Et j'ai l'impression qu'on dit érotisme pour pas dire pornographie, en fait. Et politique, en fait, justement, je veux sortir en fait cet éros-là, voilà, je le dis, de la chambre à coucher, du sexe en fait à deux, etc., pour en faire quelque chose de politique et surtout de féministe, en fait. Mais de politique en général. Enfin, et en fait, j'essaie de mobiliser ça pour dire que dans des milieux militants, et là, peu importe lesquels, hein, je parle pas particulièrement des milieux écolos, mais comme ils sont plutôt touchés par cette idée justement de sobriété, voire d'austérité, etc., on va avoir tendance aussi à se couper du corps. Mais il y a d'autres milieux, je pense aux milieux anarchistes, je pense à certains milieux féministes aussi, où en fait la question du corps a été... paradoxalement, en fait, dans le milieu féministe, elle a été très centrale. Et en fait, je crois aussi à cause, mais grâce en fait, à la dénonciation des violences patriarcales, le MeToo et tout ce qui en a suivi. Et aujourd'hui aussi, il y a quelque chose comme une peur en fait, à l'endroit de la sexualité. Et elle est complètement compréhensible. Hein. Mais moi, ce que j'essaye plutôt de porter, c'est... Voilà, moi, c'est mon message et je dis pas que... c'est applicable à tout le monde, il faut que mais c'est là où je me situe. Donc moi, j'aimerais bien être une espèce de consultante héropolitique, tu vois. On m'appellerait comme ça dans les milieux militants et je viendrais et je donnerais des billes et des messages et des trucs à faire entre, je sais pas, des expériences et dans mes rêves les plus fous, ça aboutirait effectivement à faire des ateliers, des choses comme ça, parce que je pense vraiment que ça peut être une force en fait politique énorme dans tous les milieux militants. Parce qu'à partir du moment où on refuse en fait un ordre social établi, normé, basé sur l'ultraviolence, l'exploitation, la domination, encore une fois, en face, il faut qu'on se donne du plaisir, en fait. On peut pas avoir une lutte pour défendre la vie si on n'est pas en vie, en fait. Et si on n'est pas en vie de plusieurs manières, donc ça peut être, encore une fois, se nourrir, etc. Mais bon, voilà. Déjà, si on refuse, je sais pas comment dire, l'agrobusiness, si on est vegan, en vrai, voilà, il faut pas se mentir. Il y a une forme de sobriété, en fait, dans la lutte écologique aujourd'hui. J'ai pas envie de faire comme si c'était pas le cas. Mais je trouve que justement, alors ce que j'appelle héropolitique, mais du coup, avant ça, je disais le sexe, en fait, ça peut être un endroit où on peut vraiment se donner du plaisir d'une manière qui est ultra puissante, en fait, surtout en tant que minorité et surtout en tant que personnes qui avons expérimenté des violences sexuelles patriarcales, en fait. Et tu disais aussi que c'était important que les écoféminismes prennent position aux côtés des travailleurs, travailleuses du sexe qui, eux et elles, développent une vision vraiment anticapitaliste. Complètement. Mais en fait, si tu veux, ça, c'est presque la conséquence. En fait, pour moi, la cause, c'est de dire, on est dans des milieux militants qui sont complètement violentés et on est régulièrement la cible de médias. Je parle même pas de la surveillance et de la violence policière qui peut arriver. Enfin voilà, on est vraiment dans un moment où on a besoin de survivre et de déployer des outils intéressants. Je trouve que le sexe est un outil intéressant, mais il est encore trop peu convoqué et finalement, il est encore relégué à l'ordre de la chambre à coucher, quoi. En fait, quand on va avoir des relations, il faut surtout pas le dire, il faut deviner qui a couché avec qui. En fait, moi, je me suis retrouvée dans des trucs, j'étais là, non mais attendez, est-ce qu'on peut en parler juste, quoi? C'est pas possible de rejouer, en fait, une espèce de tabou à cet endroit-là aussi fort. Et finalement, pour moi, ça veut dire qu'on laisse gagner le patriarcat, en fait. Parce que quand on parle de sexe, uniquement quand on parle de viol ou d'agression sexuelle, désolé, en fait, pour moi, on est en train de faire gagner le patriarcat. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc, il y a une manière pour moi de se réapproprier et de se dire, en fait, non, c'est un endroit qui
peut, même moi je dirais qu'il doit en fait, faire partie de notre développement en tant qu'espèce humaine, en tant qu'individu, en tant que corps juste. Et c'est pour ça que je ne parle jamais que de sexe, dans le sens on va dans une chambre à coucher, on a un coït, je sais pas quoi, une éjaculation, un truc hétéronormé. C'est pas du tout ça en fait dont je parle. C'est par exemple, je sais pas, je viens de me branler, je descends à table, on me dit qu'est-ce que tu viens de faire? Et ben je le dis en fait, je dis je viens de me taper une super branlette et j'ai joui, c'était super. Et en fait, pourquoi on ne peut pas dire ces mots? Pourquoi ces mots nous sont retirés encore? Pourquoi on est si honteux ou on doit en rire Genre, tu vois, il y a quelque chose pour moi que je trouve profondément étonnant, pour prendre un euphémisme, quoi, dans une lutte qui justement est censée défendre le vivant ou la vie. Et pour moi, l'élan vital presque ultime, c'est l'élan sexuel en fait. Mais c'est pour ça que pour moi, il n'a pas du tout à être cantonné dans la catégorie du sexuel physique en fait. Et c'est pour ça que notamment les identités asexuelles en fait ont énormément à apporter pour moi dans cette dégénitalisation ou décloisonnement du cul, si tu veux, juste sous une couette pour se donner un orgasme et c'est fini. Bien que ça me dérange pas qu'il y ait ça aussi, hein, mais mais il faut qu'on en sorte. Et ça, bon, il y a plein de féministes en fait qui le font déjà, hein, ce qu'on appelle le mouvement pro-sexe. Il y a des performances, des choses mais ça reste quand même trop du milieu de artistique ou alors un peu niché. Et en fait, moi, ce que je dis, c'est qu'il y a vraiment un discours sur, justement, c'est pour ça que j'appelle ça héropolitique, en fait, à se réapproprier. Il faut fluidifier le sexe, en fait, dans les milieux militants pour que ça devienne quelque chose de l'ordre de l'héropolitique et plus du sexe. Et en fait, comment faire ça? Et c'est pour ça que ça m'amène à ma dernière catégorie, si tu veux, qui sont les travailleuses du sexe, en fait. Parce que finalement, qui fait du sexe au quotidien de manière, justement, qui soit pas dans cette espèce de sacralisation amoureuse, hétéro, ultime, en fait, qu'on a, dont on est bassiné tout le temps, mais qui soit pas non plus, en fait, cette consommation extrêmement désincarnée, en fait, patriarcale, hein, les corps, et notamment les corps féminins, féminisés, sont utilisés juste pour du sexe et ensuite balancés comme si de rien, quoi. Donc voilà, moi, je trouve que les travailleuses du sexe, en fait, se situent bien entre les deux et ont su faire du sexe et donc de l'héropolitique. Et donc quand je dis héropolitique, ça veut dire aussi le care, ça veut dire l'écoute, ça veut dire en fait tout le côté psychologique en fait qu'il y a à être avec un client, à l'assister. Donc je convoque cette catégorie sociale pour dire en fait, elles ont des savoirs, ont des compétences. C'est comme les coiffeuses et les esthéticiennes, si tu veux. Des compétences qui, en fait, vont, pour moi, sauver le monde, littéralement, mais qu'on ne prend pas en compte du tout parce qu'on est encore, alors là, il y a plein de raisons, hein, dans le message, dans le paradigme en tout cas abolitionniste de l'État français, mais parce que nous aussi, en fait, on a intégré l'idée selon laquelle le sexe, c'est quelque chose presque de distrayant, en fait, de la lutte, et que c'est pas la vraie lutte, et que c'est pas l'idéologie, en fait. Et moi, ce que je dis, c'est qu'avant d'être des idéologies, on est des personnes et on a des besoins, et ces besoins-là, en fait, ou cet élan-là, doit, au lieu justement de se dire c'est juste un besoin, c'est juste une pulsion, et je peux soit la nier, soit l'assouvir, mais de manière souvent horrible, en fait, on peut la travailler et en faire quelque chose de politiquement très beau, très créatif, et encore une fois, en convoquant les personnes très minorisées, en fait. On peut pas en faire un truc bourgeois, j'ai l'impression que ça, c'est difficile. En convoquant les travailleuses du sexe, voilà, il peut y avoir quelque chose de l'ordre de l'apprentissage, du partage, du consentement, du kiff, en fait, vraiment du kiff. Genre, les gens, venez, on se fait kiffer, en fait. Donc voilà. Et ça, c'est vrai que ça va aussi à rebours, du capitalisme, dans tout ce qu'il a de plus productiviste et de même la sexualité. On peut dire qu'il existe des formes de sexualité capitaliste, tu vois. Tu fais ça juste le soir, tu vois. Faut surtout pas que ça bouscule ton emploi du temps dans la journée. Y a des lieux bien spécifiques pour faire du sexe, tu vois. Ça peut pas être fait n'importe où. En fait, j'ai l'impression qu'il y a énormément d'espace où on peut bousculer tout ça, en fait. Avec le cul, il y a quelque chose de pas oisif justement, mais de contre-productiviste, quoi. Tu vois, on va à rebours en fait de comment notre journée, notre semaine et notre vie est censée être organisée. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'un peu excitant là-dedans. Mais par contre, je considère pas, et de révolutionnaire totalement. Mais je vais terminer juste en disant que je considère pas nécessairement la catégorie des travailleuses du sexe comme anticapitaliste. Enfin, il y en a plein qui bossent juste et qui ont le rêve en fait de réussir et d'avoir de l'argent et de s'insérer dans une société néolibérale et même de dominer. Enfin voilà, j'ai pas envie d'essentialiser en fait cette catégorie-là du tout. Mais par contre, ce que je dis, c'est que comme l'exercice du métier est illégal en France, en tout cas criminalisé, de fait, ces personnes-là développent une espèce d'attitude plus critique ou plus méfiante, en tout cas vis-à-vis de l'État en tant que système justement qui exclut les minorités. Voilà, ce qui n'est pas exactement pareil. Ouais, la nuance est importante quand même. Alors, je vais te poser une dernière question pour qu'on finisse cet entretien très riche, mais ça fait déjà presque 1 heure qu'on se parle. Wow. Ça passe vite. Hein. Il y a
quelque chose qui traverse tout ton livre et qui traverse les écoféministes, c'est évidemment le rapport aux émotions. On a une vision quand même assez, comme on disait, très plutôt bienveillante, douce, calme de l'écoféminisme mainstream, on va dire. Et toi, on sent qu'il y a quand même un feu de colère qui t'anime, mais c'est une colère fertile, j'ai envie de dire. Comment tu penses qu'on peut collectivement faire de la colère une émotion aussi valide que l'empathie, par exemple. Puis pour préciser ma question, dans l'introduction, tu fais référence à la philosophe Sarah Ahmed, que j'adore aussi, et à la figure de la rabat-joie. Donc c'est la rabat-joie féministe, la rabat-joie écolo, assumer d'être cette personne qui rabat la joie des dominants et des dominantes, et qui est légitimée en colère, c'est quelque chose qui me parle, moi, beaucoup. Donc tu vois, si tu veux conclure sur cette idée de la colère, ça me plairait beaucoup. Parfait. On va conclure le podcast en rabattant la joie, c'est génial. Mais en tout cas, dans cette perspective, effectivement, d'être la rabat-joie, mais plutôt la dissidente, en fait, à un ordre non questionné, en fait. C'est ça qu'elle dit, Sarah Ahmed, c'est que en fait, ce qui se passe en féministe, et elle dit être féministe, c'est se prendre des murs invisibles, je crois, elle dit quelque chose comme ça. Et en fait, c'est ça, en fait, vous arrivez dans un espace, on va dire, où il y a des formes de domination qui sont extrêmement violentes, vous prenez un mur, donc ça va être la blague sexiste, la blague raciste, la main où il faut pas, enfin, voilà, tous ces trucs, ils sont ultra violents, en fait, vous faites littéralement agresser. Personne ne le voit. Et en fait, vous le dites. Et le moment où vous le dites, en fait, c'est vous qui devenez la violence. C'est vous qui devenez, ah mais non, ça va, on peut plus rien dire, on peut quand même, ça va. Enfin, tu vois, t'es un peu en train de casser l'ambiance, quoi. Et ça, moi, je trouve ça, c'est l'histoire de ma vie, ça, en fait. Donc, et je pense que pour le coup, il y a plein de personnes qui peuvent se reconnaître là-dedans, quoi. Mais du coup, moi, c'est ça. J'ai un peu l'impression d'avoir ce rôle-là dans l'espace écoféministe, on va dire français, où en fait, dès que j'arrive, et je sens bien, le pire, c'est qu'on m'appelle pour ça aussi. Donc, tu vois, il y a aussi une forme d'instrumentalisation, en fait. De ce on t'appelle pour être la meuf vénère. Voilà, c'est ça. Alors moi, la colère, alors c'est marrant parce que j'y ai pensé récemment parce qu'on en a beaucoup parlé, en fait, et j'avais pas trop perçu le livre comme un endroit où j'ai exprimé de la colère, mais en fait, si, visiblement. C'est pas du tout une émotion qui m'anime ou qui me traverse beaucoup, bizarrement. J'ai pu l'avoir. Alors, je dis pas que je suis jamais en colère, hein, ça m'arrive. Mais c'est pas tant, politiquement, c'est pas tant un truc qui m'anime, quoi. Après, c'est pas non plus la bienveillance ou quoi. Hein. Je suis pas trop de cette team-là. Mais du coup, j'ai peu de billes sur comment, voilà, transformer la colère. Parce que c'est vrai que la rage, moi, ça peut être par exemple la tristesse ou ça peut être l'inquiétude, mais plutôt, non, moi, je sais pas, il y a quelque chose de très, moi je dis que je facilite en fait, en général, en tout cas dans le savoir, je dis je suis facilitatrice de savoir, tu vois, c'est un terme que j'ai trouvé, parce que je suis pas sûre que j'invente des trucs, mais en tout cas voilà, je mets à disposition, je vulgarise, qui est ce terme qui n'était pas très bien vu il y a pas si longtemps encore, hein, tu vois, moi j'aime bien en fait me dire que c'est cet endroit-là que j'habite, et du coup en fait j'éprouve quand même pas mal de joie à faire ce que je fais, je suis extrêmement voilà, joyeuse tout le temps, j'ai quelque chose de l'ordre voilà, d'une énergie qui veut faire ou qui crée. Tu parles quand même du débordement, de l'hystérie, mais voilà. Alors moi, en fait, quand ça déborde, effectivement, mais ça va être plutôt de l'ordre de quelque chose qui est complètement incontrôlable, quoi. Mais c'est même plus de la colère. Donc moi, j'ai déjà eu des états, par exemple, de transe pendant des rituels. J'ai déjà, en lisant des textes ou quoi, mais vraiment pété un câble. Enfin, en voyant des vidéos, en étant avec des amis qui me racontaient des histoires. Enfin, ouais. Mais pour moi, c'est au-delà de la colère. Je sais pas comment l'expliquer. C'est presque, je quitte mon corps, en fait. Tu vois, quelque chose de tout s'effondre, en fait. Le sol se fend sous mes pieds, quoi. Mais par contre, autant je peux dire que je n'ai pas forcément le savoir sur certaines choses, autant je connais des personnes qui l'ont, Fatima Wassak, et d'autres personnes dirigées par Pauline Armange viennent de sortir un livre sur la colère. Donc voilà, qui s'appelle Fruits de la colère, ouais. Embraser ou embrasser nos débordements. Et là, je sais que l'article, en tout cas, le chapitre de Fatima Wassak parle particulièrement de ça. Et voilà, et moi, ce qui m'intéresse, et j'ai écrit un article il y a pas longtemps là-dessus sur les émotions, c'est plutôt qui sont les personnes qui sont tout le temps suspectées d'être en colère, en fait. Et qui sont les personnes pour qui la colère n'est pas acceptable. Et ça, en fait, ça m'intéresse beaucoup plus. Enfin, plus. Moi, en tout cas, ça me touche parce que je vois bien que les moments où, en fait, pour moi, encore une fois, c'est pas de la colère. Hein, c'est juste que je m'exprime, voilà, d'une manière plutôt forte. Je fais des gestes avec mes mains. Je suis, voilà, on pourrait dire sanguine. Je sais pas comment dire, mais c'est pas vraiment. Je suis pas en colère, en fait. C'est juste comme ça que je m'exprime. Mais systématiquement, par contre, on va me dire calmez-vous, en fait. Tu vois, c'est le fameux. Oui, ça va bien se passer. Calmez-vous, madame. Ouais. Ça va bien se passer. Calmez-vous, madame. C'est ça. Il y a un bouquin aussi qui était, je sais pas si tu l'avais vu passer, qui s'appelle Le pouvoir de la colère des femmes. Soraya Chemlali, c'est une autrice américaine et qui parle beaucoup de justement qui a le droit d'être en colère. Et... Ah bah pas du tout. Tu vois, pas du tout.
Donc voilà, je pense qu'il y a des choses qui sont là-dessus. Mais effectivement, en tout cas, dans les écoféminismes, je pense qu'encore une fois, vu ce à quoi on a affaire, et tu regardes encore une fois les luttes écoféministes de terrain, et même si on veut s'appuyer sur les luttes antinucléaires, parce que c'est celles qu'on connaît le mieux, en tout cas en Europe, elles étaient complètement, je sais pas comment dire, hallucinantes quoi, en termes de colère. Quoi. On parle de moments où elles hurlaient, déchiraient leurs vêtements, chantaient, enfin tu vois, c'était... Et ça, pour moi, je trouve ça hyper inspirant parce que ça permet en fait de faire de la politique autrement, parce que ça désarçonne en fait. Parce que les femmes en colère, on n'a pas le droit d'être en colère. Femmes racisées, encore moins. Enfin tu vois, il y a plein de catégories comme ça, on peut pas être en colère. Donc quand on l'est, en fait, ce que ça déclenche et ce que ça permet, alors certes, on est directement écarté en fait du cercle institutionnel et très légitime de la politique, mais par contre, qui on peut rassembler en fait avec la colère, ça, je pense que c'est redoutable. Ça, je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent être rassemblés et ça peut être ultra dangereux aussi. Hein. Je dis pas du tout que c'est, mais je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'identification un peu immédiate, un peu organique, tu vois, quand quelqu'un est en colère et que toi tu l'es aussi. Et que dans les écoféminismes, en fait, on ne peut pas se passer de ça. On peut pas se passer des émotions parce qu'on peut pas se passer des minorités. Enfin, tu vois, c'est pour ça que dans en fait, mon écoféminisme ne peut que être décolonial. Parce que les minorités qui n'ont pas le droit d'être en colère, c'est des minorités, alors genre, classe, race, ce que tu veux, mais particulièrement en tout cas les minorités racisées, particulièrement les femmes africaines, tu vois, il y a vraiment un stéréotype de la femme noire en colère, angry black woman, tu vois, genre c'est vraiment quelque chose qui existe, quoi. Et du coup, qu'est-ce que ça fait quand les femmes noires, quand les afroféministes se disent en colère, en fait? Il y a un magnifique texte d'Audre Lorde aussi là-dessus qu'elle avait écrit sur le racisme et la colère, et elle disait on ne peut pas parler de racisme, par exemple, sans être en colère, en fait. Ça devient constitutif, en fait, de ce dont tu es en train de parler si tu n'es pas en colère. Donc, voilà, c'est un peu mes pistes, mais c'est vrai que moi, comme c'est pas quelque chose qui m'anime, j'ai beaucoup de mal à savoir comment la convoquer, etc. Mais en tout cas, c'est vrai que dans les espaces écoféministes, je pense vraiment qu'on devrait être beaucoup plus en colère. Ouais, et se laisser traverser plus par... En fait, on est en train de rejouer les modes de communication des dominants, en fait. Ça me fait super chier. On a des tables rondes où on s'exprime comme ça, on exprime nos idées. Je suis là, mais what? Genre, qu'est-ce qu'on fout, en fait? Genre... mais tu vois, on pourrait dire pareil du féminisme ailleurs. Hein. Moi, c'est parce que particulièrement l'écoféminisme a signifié beaucoup pour moi que j'y vois cette promesse-là émotionnelle. Mais les crises du vivant auxquelles on est en train de faire face, que ce soit les extinctions de masse, le nucléaire, toutes ces choses, en fait, sont tellement délirantes, sont tellement... Enfin, tu vois, on est face à des chiffres, à des catastrophes, à des choses qui nous dépassent, qui dépassent notre entendement. Donc finalement, la réponse à ça, pour moi, ne peut que être émotionnelle, en fait. On peut pas parler raisonnablement d'un truc déraisonnable. En fait. Pour conclure, ma toute dernière question, c'est, du coup en écho à la dernière, enfin à l'avant-dernière, c'est comment tu cultives de la joie au quotidien? Je me ferme à ce qui me donne moins de joie. Et alors, je sais que ça, il y a beaucoup de personnes qui vont dire ah mais tu te fermes à la société, tu vis dans un monde idéal. Hein. Et ça, j'ai beaucoup eu du mal. Enfin, ça m'a beaucoup peiné en fait parce que je le croyais aussi. Et en fait, je me suis dit pas du tout. En fait, je crois que nos vies, c'est horrible ce que je veux dire, mais c'est un peu comme des algorithmes en fait. C'est un peu comme, en fait, nos vies, c'est un peu comme un fil d'actualité Facebook. En fait, on connaît que ce qu'on sélectionne. Et d'une certaine manière, en fait, même quand tu penses t'informer par les grands médias, etc., en fait, tu te rends très compte vite que ces médias-là sont, les propriétaires, en fait, sont une minorité très particulière. En fait, il n'y a pas quelque chose comme l'objectivité ultime sur le monde. En fait, moi, j'ai arrêté de croire à ça il y a assez longtemps maintenant. Et du coup, en fait, ça veut dire que tu vis dans le monde. Alors, je ne vais pas dire que tu te choisis, parce que c'est vraiment une forme de méritocratie extrême, je suis en train de dire, c'est pas ça. Mais en tout cas, dans tes connaissances, dans où tu avances, etc., ton monde est créé par toi, quoi. Donc moi, si j'ai le pouvoir, en fait, de choisir des personnes ou des idées ou voilà des fils d'actualité ou je ne sais quoi, qui vont en fait me permettre de creuser et de complexifier beaucoup plus ce qui me donne de la joie, je vais plus le faire en fait que de me mettre littéralement face à des gens où en fait je vais subir de la violence. Donc c'est pour ça, pour plein de raisons en fait, c'est pour ça que non mais il y a plein de choses en fait qui se sont stoppées dans ma vie et c'était même pas des choix voilà conscient, c'était juste de dire en fait ça me fait moins de bien, donc je vais juste arrêter de le faire et de fait du coup ça augmente en fait les personnes avec qui je sais pas comment dire. Si tu veux, cette énergie-là ou ce temps-là, il doit revenir aux choses qui me font du bien parce qu'encore une fois, je suis tellement dans une catégorie sociale, si tu veux, du monde qui doit constamment être en lutte. Les choses qui me font du bien, c'est politiquement des choses qui amènent de la survie politique, en fait. Tu vois, c'est plus que ça. C'est pas juste, je me fais du bien, quoi. C'est pas juste, je vais commander un Uber et c'est trop cool, quoi. Un Uber Eats ou un, je sais pas quoi, un Deliveroo à la maison, c'est OK. C'est plutôt dans quoi j'injecte du bien. Et donc là, je vois bien mes communautés, mes espaces affinitaires et mes amis, en fait. Et là, alors en ce moment, c'est la grande révolution de ma vie, mais c'est parce que j'ai lu Bell Hooks, et voilà. Mais je crois que l'amour, enfin vraiment, qu'est-ce qui me met en amour, à qui je donne de l'amour en fait dans ma vie, c'est un peu le centre du truc. Et en fait, le militantisme, c'est ça aussi.
C'est en fait tout ce qu'on fait, même là, tu vois ce podcast, le fait que voilà, on le monte, on le partage, on le publie, on je sais pas quoi. En fait, c'est le fond du truc, c'est un vrai mouvement d'amour en fait. On est en train de dire aux gens, on veut être ensemble, on veut proposer quelque chose qui nous permette de mettre l'amour au centre en fait de ce qu'on fait. Donc pour ça, du coup, j'ai décidé de mettre de l'amour dans les choses au quotidien qui m'apportent plus d'amour. Et de fait, ça m'a permis de revaloriser mes amitiés comme pas possible. Ça m'a permis de faire des choix en fait qui étaient éthiquement ou politiquement. Voilà, tu vois, je te parle, je suis au Canada, je vais revenir en France en juin en avion. Bah ouais, en fait, tu vois, j'accepte la complexité, j'accepte la négociation, j'accepte le fait que je ne sois pas pure, mais le résultat de ça, c'est que ça provoque plus d'amour. Ça provoque plus d'amour parce qu'il y a plus de personnes qui sont touchées par ce que je fais, parce que mes conversations, elles sont beaucoup plus complexes. Tu vois, la conversation qu'on est en train d'avoir là, c'est quand même pour moi du haut niveau de féminisme. En fait, on n'est pas en train de se dire des banalités, quoi. On est vraiment en train d'essayer d'aller creuser. Et ça, en fait, pour moi, c'est un lieu qui me donne tellement d'amour et donc de joie. Merci beaucoup, Myriam. Merci beaucoup pour votre écoute et votre soutien. Vous pouvez soutenir Présage en mettant 5 étoiles sur votre application de podcast et en partageant les épisodes. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Bellawell, mixé par Paloma Colombe. À très vite.